Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, mon invité c'est Basile Goussard, le cofondateur de Net Carbone, où quand la surveillance et les données satellites se mettent au service du stockage, du carbone notamment pour l'agriculture et la gestion du foncier. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur l'association No Plastic in My Sea et son No Plastic Challenge du mois de novembre, alors que la production mondiale a été multipliée par 20 en 50 ans. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir les vêtements à base de chanvre de la marque Les Mains sur les Hanches. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Quand les données satellites permettent de mieux stocker le carbone, c'est ce que propose Net Carbone. Bonjour Basile Goussard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de cette entreprise créée en février 2022 avec Adrien Mazot. C'était quoi l'idée de départ? Présentez-nous Net Carbone. Alors en fait, aujourd'hui, on le sait tous, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Oui. Il faut évidemment réduire nos émissions de CO2, mais il faut aussi augmenter la captation de carbone. La captation de carbone, aujourd'hui, ça absorbe à peu près 30% de nos émissions. Donc concrètement, 30% des émissions à cause des habits que je porte, à cause du plateau, sont déjà absorbées par la végétation. D'accord. Le gros point maintenant, c'est qu'il faut s'améliorer, il faut aller beaucoup plus loin. Et pour ça, il faut se mesurer. Donc il faut un outil de mesure qui soit impartial, objectif partout. Et c'est ça l'idée principale de Net Carbone, c'est d'apporter une solution qui permette de mesurer combien de CO2 est absorbé par la végétation, puis de permettre à faire en sorte d'en absorber davantage. Parce que vous partez du principe que la nature, c'est un puits de carbone qu'on doit développer, c'est ça? Qui est à disposition d'une certaine façon? En fait, on est persuadé que le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique, c'est d'accompagner et d'aider la nature. La nature a une technologie extraordinaire qui est la photosynthèse. La photosynthèse va permettre, avec donc du CO2, avec du rayonnement, avec de l'eau, d'absorber ce CO2 et de le transformer en sucre. Cette technologie, elle marche beaucoup mieux aujourd'hui que tout ce qui existe, comme des aspirateurs à absorber du CO2. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir voir dans un premier temps où on en est. C'est-à-dire qu'une filière agricole, un territoire, combien de CO2 il absorbe aujourd'hui. Et après, vraiment d'essayer de l'accompagner en renaturant davantage, en mettant en place des meilleures pratiques qui absorbent davantage de carbone. Donc oui, tout à fait, on est persuadé que la nature est la solution, qu'il faut l'accompagner, et pour ça, il faut pouvoir voir où on en est et où on peut aller. Avec donc des données satellites, on va rentrer dans le détail du fonctionnement. Donc, ce ne sont pas vos satellites que vous envoyez, parce qu'il y a des jeunes entreprises françaises qui le font. Donc, quelles données satellites vous récupérez, vous utilisez? Alors, on va s'appuyer sur les données satellites de deux types de sources. On travaille avec les données satellites de la NASA. Donc, la NASA met à disposition les satellites qu'on appelle les Landsat, qui permettent de suivre donc l'état de la végétation, plus particulièrement en fait la couleur de la végétation, le rouge, le bleu, le vert, mais aussi des couleurs que nos yeux ne sont pas capables de voir, comme le proche infrarouge, et qui donnent vraiment des indications sur l'état de santé de la plante. On travaille aussi avec les satellites de l'Agence spatiale européenne, donc les satellites du programme Copernicus qui sont assez connus, et ces satellites-là qu'on appelle les sentinelles, parce que c'est les sentinelles du climat. On récupère toutes ces données. Donc de ces deux typologies de satellites, NASA et ceux de l'Agence spatiale européenne, pour pouvoir avoir un suivi quasiment tous les 5 jours de l'état de la plante, de l'état de la végétation, et in fine, avec l'algorithme qu'on a développé, de la captation de carbone que cette plante va absorber. Et ça fonctionne comment pour vos clients? Ils ont quoi? Ils ont une appli, ils ont une plateforme sur leur environnement numérique? Comment ça fonctionne? Alors on a voulu, et ça c'est l'élément principal, c'est vraiment de permettre de simplifier au maximum la mise en place de l'augmentation de la captation de carbone. Concrètement, c'est une mesure qui est complexe, on parle de satellites d'observation de la Terre, de longueur d'onde, etc. Donc c'est des éléments qui sont relativement complexes. Donc notre but, c'est vraiment de simplifier toute cette procédure. Donc concrètement, c'est une application sur laquelle on va se connecter. On va pouvoir avoir dans un premier temps son état des lieux. Donc je suis un territoire, je suis une coopérative agricole. Je vais pouvoir voir combien j'absorbe de carbone, quel est l'état de la végétation aujourd'hui, mais aussi dans le passé, donc de 2017 à aujourd'hui. Ça, c'est la première étape. À partir du moment où j'ai cette première étape, je vais ensuite pouvoir passer sur la deuxième, qui est la création de scénarios, de simulations, pour m'améliorer. En fait, si on se cantonne à l'état des lieux, il y a un peu l'effet très bien, mais qu'est-ce que je peux faire?
Donc là, c'est l'espèce simulation qu'on a développée pour permettre d'imaginer mettre un arbre ici, mettre une haie, mettre un couvert intermédiaire, changer de culture et voir quelle serait la meilleure stratégie pour augmenter ma captation de carbone. Dans un dernier temps, on a l'aspect valorisation. Donc sur la plateforme, on va faire étape 1, état des lieux, étape 2, création d'un scénario de simulation pour m'améliorer. Étape 3, c'est comment je peux valoriser mon augmentation de la captation de carbone. Concrètement, est-ce que je peux l'intégrer dans mon bilan carbone, dans mon rapport RSE? Est-ce que je peux donner accès à ces informations à mes citoyens? Voilà. Quelle est la meilleure solution pour pouvoir après intégrer ces projets, intégrer ce travail dans l'entreprise? Si on parle du monde agricole, par exemple, et je reviendrai aux autres questions, mais sur la valorisation finalement de l'amélioration de son bilan carbone, c'est une information qu'ils vont donner à leurs partenaires, qui est demandée par le partenaire. Par exemple, si on imagine une coopérative agricole d'un côté, un géant de la grande distribution de l'autre. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'engagent vers la transition écologique, donc construisent des plans, des stratégies pour dire il y aura une réduction de 30% de mes émissions, il y aura mon bilan carbone qui va diminuer de temps, etc., etc. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui de trouver des solutions pour diminuer son bilan carbone, ou du moins pour diminuer ses émissions et augmenter sa captation de carbone. Donc nous, on va travailler avec des entreprises qui ont cette volonté aujourd'hui de pouvoir réduire leur impact carbone. Pour ça, concrètement, aujourd'hui, c'est d'abord une valorisation, plus dans des rapports RSE, plus dans la communication, dire, j'ai mis en place une nouvelle pratique qui est mesurée, qui est suivie, et cette nouvelle pratique a permis d'absorber du carbone. Je prends un exemple précis juste après, si vous le désirez. Ensuite, le but, c'est d'aller plus loin, c'est de pouvoir directement l'intégrer dans le bilan carbone. Donc finalement, que le produit de cette coopérative ait un bilan carbone plus faible, parce qu'il va émettre moins et aussi parce qu'il va absorber davantage de carbone. Donc finalement, c'est vraiment la vision de pouvoir décarboner, de réduire l'impact des produits qu'on consomme, et pourquoi pas un jour arriver à pouvoir avoir le choix entre du popcorn qui émet du CO2 et du popcorn qui en émet beaucoup moins ou même qui en absorbe. Oui, effectivement. Et en plus, ça rentre dans une mécanique dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines ici, qui est la nouvelle réglementation européenne sur le bilan extra-financier. Évidemment, ça peut s'intégrer aussi au bout de la chaîne pour les entreprises qui sont déjà concernées ou qui le seront dans les prochaines années. Vous parliez d'un exemple précis. Voilà, alors je ne sais pas si on est dans le domaine de l'agriculture, mais ça fait combien? 2 ans et demi que vous existez, donc vous avez un retour d'expérience sur cette décarbonation? Totalement. Alors, on travaille aujourd'hui avec le leader européen de la filière popcorn. Concrètement, Nataïs est aujourd'hui fournit une grande partie du popcorn en Europe, et 9 cinémas sur 10 où on va en France, c'est du popcorn de Nataïs. Donc Nataïs produit ce popcorn et s'est engagé à accompagner ses agriculteurs à avoir des meilleures pratiques agricoles. Pour ça, un des leviers, un des outils, c'est les couverts intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'un couvert intermédiaire? Concrètement, on a une culture A, qui est une culture qu'on va récolter, une culture B qu'on va récolter. Entre les deux, on a du sol nu. Donc, l'idée, c'est de pouvoir couvrir son sol. Donc, de mettre une culture qu'on va après détruire, qu'on va laisser sur le sol. Donc, le but, c'est vraiment de nourrir le sol avec cette culture. Cette culture, elle absorbe du carbone. Donc, on va travailler avec eux sur comment mesurer cette absorption, comment mettre en place un outil de mesure de ce carbone qui est absorbé. Et donc, l'année qui s'est écoulée, en 2024, avec la mise en place de ces couverts, Nataïs a absorbé 8000 tonnes de carbone. Donc, c'est-à-dire via une nouvelle pratique qui est le couvert intermédiaire, en nourrissant ces sols, en réduisant l'érosion des sols, en permettant d'augmenter même l'azote des sols quand on met certains types de plantes, on arrive aussi à créer des puits de carbone. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, gagnant pour l'agriculteur qui entretient ses sols, gagnant pour la filière popcorn et gagnant pour le climat. Et donc il y a ce domaine de l'agriculture, il y a aussi le domaine du foncier. Donc là, qui sont aux clients dans ce cas-là? Plutôt des municipalités, des collectivités, des bailleurs, et puis surtout, pour leur proposer quel service? Eh ben, un peu tout le monde en fait, un peu tout le monde. Et pour ça, c'est assez simple, c'est qu'on peut capter du carbone partout où il y a du foncier. En fait, partout où il y a de l'espace, on peut renaturer.
Et donc c'est sur ce constat qu'on se base avec Net Carbone, c'est de pouvoir adresser ces clients, ces utilisateurs, en leur fournissant une solution qui est la même, c'est-à-dire état des lieux, combien j'absorbe de carbone aujourd'hui, où est-ce que j'ai de la végétation, où est-ce que si j'ai des îlots de chaleur, il y a plein de choses qui sont mesurées par le satellite. Donc tout ça est fourni directement sur la plateforme. Après, comment je m'améliore? Donc là, on accompagne par exemple la ville de Bordeaux pour faire l'état des lieux sur la captation de carbone. Et puis après, pour construire des scénarios pour s'améliorer, donc pour renaturer, pour mettre des types d'essence, pour pouvoir améliorer des projets de renaturation. Tout ça pour permettre finalement, à la fin, d'avoir des villes, des espaces urbains qui soient plus vivables, qui absorbent du carbone et qui nous permettent de vivre dans une planète qui soit à peu près vivable. Un peu plus vivable. Levée de fonds annoncée de 1 million d'euros, c'était en juin dernier. Évidemment, une étape importante de votre développement. Un mot de la stratégie à partir de cette levée de fonds pour les prochains mois, pour les prochaines années? Alors, l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir consolider évidemment la technologie. On a aujourd'hui une méthode qui nous permet de mesurer le carbone, mesurer combien est absorbé. On veut aller plus loin en ayant davantage de types de mesures sur l'absorption, en améliorant notre algorithme d'absorption et en accompagnant beaucoup plus loin sur la partie scénario de simulation. Donc pouvoir aller beaucoup plus finement sur le type d'essence, sur le type de pratique, vraiment aider à aller plus loin sur cette captation de carbone. Donc ça, c'est plutôt la partie techno. Ensuite, il y a la partie évidemment commerciale. Donc là, la levée de fonds a pour objectif pour nous de nous accompagner sur deux sujets. Sur la partie infrastructure et territoire, on est dans une phase vraiment de déploiement. Donc on peut aller adresser n'importe quelle ville aujourd'hui en France et même en Europe pour les accompagner sur la captation de carbone et l'amélioration de cette captation de carbone, ainsi que tous les gestionnaires d'infrastructures. Et sur la partie agricole, on est sur une phase de co-construction avec certains clients pour améliorer la technologie et la mesure. Merci beaucoup Basile Goussard et à bientôt sur Bismart. For Change, on passe à notre débat, le No Plastic Challenge au programme. Le No Plastic Challenge au programme de notre débat avec Muriel Papin. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, directrice générale de No Plastic in My Sea, et Georges Balvent. Bonjour. Le cofondateur de DIFT, No Plastic in My Sea, association créée en 2018, c'est ça? Tout à fait. Avec quelle ambition? Alors, l'ambition de l'association, c'est de lutter contre la pollution plastique, mais pour être efficace, il s'agit de lutter contre la surproduction, surconsommation de plastique qui est à l'origine de la pollution, et notamment des plastiques à usage unique et aussi des microplastiques qui sont un sujet moins visible, mais très important aussi. Et ça passe par quelle gamme d'actions? On va évidemment zoomer sur ce challenge du mois de novembre, No Plastic Challenge, mais il y a quoi dans la gamme des possibles? Alors nous, on a 3 actions fondamentales, en sachant que le plastique est partout, donc il faut aussi être partout. Donc on a une action qui est plus de l'alerte, du plaidoyer pour en fait transformer la loi et qu'on ait moins de plastique sur le marché, pour faire simple, et que la loi soit appliquée. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est sensibilisation, mobilisation. C'est le cas du No Plastic Challenge. En fait, on incite tout le monde à prendre conscience de son empreinte plastique et à la réduire. Et le troisième volet, c'est du côté des solutions. Comme le plastique est partout, il faut accompagner les acteurs, notamment les entreprises. Et donc, on référence des solutions qui sont pertinentes d'un point de vue environnemental pour déplastifier les chaînes de production et de distribution. Georges Balvent, vous nous présentez DIFT. Alors, vous êtes venu plusieurs fois, mais ça s'appelait encore Captain Cause, donc c'est quoi DIFT? Ça bouge vite. Alors, Captain Cause est devenu DIFT, en effet, DIFT comme don plus gift, le nom de notre produit qu'on propose depuis 1 an. Un don plus un gift, c'est donc un don cadeau qu'une marque peut justement offrir à un collaborateur, à un client, pour le remercier, pour le récompenser. Et ce collaborateur, ce client va pouvoir distribuer son DIFT à une association, par exemple No Plastic in My Sea. Et donc, on est devenu DIFT et notre concept n'a pour autant pas changé, à savoir qu'on permet toujours de remplacer, parfois d'ailleurs, des objets en plastique ou à usage unique par un DIFT tout digital et qui en plus soutient des causes. Vos clients sont plutôt des grandes entreprises, des ETI? Tout à fait. On a beaucoup de clients en grandes entreprises qui nous intègrent à leur programme de fidélité comme une nouvelle récompense qu'il est possible d'offrir à ses clients pour, par exemple, en usage de ces points de fidélité. Beaucoup de points ne sont pas utilisés. Eh bien, avec le DIFT, on permet aux membres de leur donner une seconde vie utile en soutenant des associations. Un chiffre sur cette production de plastique qui malheureusement continue, c'est le World Economic Forum qui nous dit qu'elle a été multipliée par 20 en 50 ans. Est-ce que, Muriel Papin, ce rythme,
continue malheureusement de progresser. Je parle du rythme mondial. Après, on pourra zoomer sur ce qui se passe en France, mais au niveau mondial. Oui, on est toujours sur une progression en fait, parce que c'est nos modes aussi de production, de distribution, en fait, ils s'étendent au monde entier. Donc ça, c'est lié aussi à la mondialisation de l'économie et puis au fait qu'il y a des standards internationaux de production qui s'exportent. Et en fait, on a même des projections qui sont alarmantes. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on pourrait passer, là on est à 460 millions de tonnes de plastique produites par an, on pourrait passer à plus d'1 milliard d'ici 20 à 30 ans. Et donc, c'est autant de risques de pollution supplémentaires pour notre planète. Ce No Plastic Challenge, vous l'organisez chaque année, au mois de novembre. De quoi il s'agit? Racontez-moi. Alors, le No Plastic Challenge, on l'organise chaque année, même plusieurs fois par an. D'accord. Là, on a une fenêtre qui est la semaine de réduction des déchets de fin décembre. Donc, c'est l'occasion aussi de regarder ces déchets plastiques qui sont des déchets extrêmement problématiques parce que peu recyclables et pas du tout biodégradables. Donc voilà, donc l'idée c'est que chacun, individuellement, mais c'est aussi dans des organisations, dans des entreprises, on regarde finalement le plastique qu'on utilise et celui qu'on utilise en trop. Et franchement, c'est facile à trouver. On peut en trouver partout qu'on utilise en trop. Et on décide de le réduire. Voilà. L'idée, c'est pas de passer au zéro plastique du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais c'est de réduire. En fait, on va se rendre compte que c'est assez facile de réduire de 10, 20, 30%, en fait, à titre individuel ou à titre collectif dans une organisation. Comment DIFT accompagne ce challenge? Il y a certains de vos clients qui le font. Alors, au-delà du don qui peut être fait à l'association? Oui, alors nous, l'idée, c'est qu'on crée ce pont de financement entre les entreprises et une association comme No Plastic MIC. Et donc, notre mission principale, c'est effectivement d'abord de rendre visible ce problème et de permettre que No Plastic MIC et d'autres associations sur le problème de la pollution plastique soient soutenues. Et je crois que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte, qui est à l'ampleur du problème. J'ai eu un chiffre qui m'a vraiment choqué en préparant ce point, c'est que c'est 15 milliards. 15 milliards, c'est le nombre de bouteilles plastiques qui sont vendues en France chaque année. 15 milliards, on ne se rend peut-être pas compte de l'ampleur de ce que ça veut dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme de maturité des entreprises dans la prise de conscience du problème. Je ne parle pas dans la prise en compte et dans la transformation, mais à l'échelle de la prise de conscience, on sent que les entreprises avec qui on discute sont plutôt sensibles au sujet. Et ça veut dire que vous faites un avant-après, en quelque sorte, c'est-à-dire que ça permet aux entreprises aussi de... C'est un côté jeu avec les collaborateurs, avec les salariés, de voir ce qu'on a réussi à économiser en plastique. Et puis, deuxième aspect de la question, à quel point ensuite ça essaime? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les bonnes pratiques qu'on peut, comme ça, commencer à mettre en œuvre à l'occasion de ce challenge, elles durent? Alors oui, c'est important qu'elle dure, vous avez raison, parce que parfois on se mobilise sur un tenté et puis en fait après les mauvaises habitudes reviennent. Donc ça, la mesure dans la durée, honnêtement c'est plus difficile à faire, mais en tout cas la mesure avant-après, on le fait. Et le No Plastic Challenge, c'est pour les entreprises, les particuliers, mais aussi on le fait beaucoup dans les écoles. Il y a aussi beaucoup d'actions de sensibilisation dans les écoles. Parce qu'ensuite les enfants, ils rentrent chez eux et ils en parlent à leurs parents. C'est ça, et ils challengent leurs parents. Donc c'est le but du jeu aussi. Puis ils ont des petits questionnaires où ils vont mesurer tous les plastiques dans la maison, dans la salle de bain. On a aussi du plastique sur nous. 70% des textiles sont synthétiques aujourd'hui. Et ça aussi, ça participe à la pollution plastique. Donc pour répondre à votre question, il y a une mesure avant et il y a une mesure après. Il faut encore qu'on progresse sur la mesure dans le temps pour être sûr que ça s'installe. Est-ce que les enjeux écologiques sont de plus en plus ou mieux adressés par les entreprises dans le cadre du mécénat? Comment ça... Oui, la tendance est positive, mais on part de loin. On a 9% des dons en France des entreprises qui vont vers des causes écologiques. Donc, un don sur 10. Je suis surpris de ce chiffre. Ouais, on est encore très loin et c'est pour ça qu'il y a des mouvements... J'aurais imaginé beaucoup plus. Spontanément, j'aurais dit peut-être 50, 60%. Non, c'est clair. Et en fait, c'est pour ça que des mouvements comme One Person for the Planet, qui tiennent exclusivement des causes environnementales, sont apparus. Et donc, nous aussi, on essaye de prendre notre part sur ce boost du mécénat environnemental. Sur la plateforme DIFT, il y a 36% des dons qui vont à des causes écologiques. Et ça, on y arrive parce qu'on arrive à proposer justement une offre d'association sur ces sujets de dépollution, de biodiversité, de sensibilisation écologique. Et où, du coup, les entreprises, il y a un vrai appel d'air où, voyant ces solutions, elles se disent oui, je vais pouvoir les soutenir. Et en plus, ce sont souvent des solutions locales dans les différentes régions. Mais oui, il y a encore beaucoup à faire. C'est une offre spécifique vraiment que DIFT a créée? Alors, non, ça correspond vraiment à ce qu'on fait globalement. Mais en fait, on sent une écoute particulière des marques et des collaborateurs et des clients par rapport à ces sujets de transition où on sent écologique, où on se sent tous un peu démunis. Et là, le fait de se dire qu'on va pouvoir
pouvoir découvrir de nouvelles solutions, c'est très positif parce que peut-être que dans leur quotidien, les gens n'en trouvent pas assez. Ouais. Il y a une dimension partage de bonnes pratiques aussi dans ce que l'association cherche à promouvoir. Ah oui, complètement. C'est-à-dire la troisième jambe autour des solutions. Par exemple, on a référencé 500 solutions qui permettent à des entreprises de réduire le plastique sur des produits d'hygiène, sur des produits d'hydratation, sur des produits courants, avec notamment des solutions de réemploi, etc. Donc ça, c'est des solutions qui souvent sont poussées par des startups qui, elles, ont Vous avez des exemples le modèle. hein? Ah oui, plein. Mais donc, si on peut citer des exemples, bien sûr. Ouais. Par exemple, sur l'hydratation sans plastique, c'est vrai qu'on peut gazéifier chez soi. Donc, il y a la marque SodaStream qui est assez connue, mais il y a d'autres marques aujourd'hui. On peut filtrer son eau, on peut l'aromatiser. Donc, il y a le fameux sirop Tesser qu'on a connu. Mais aujourd'hui, il y a plein de solutions qui sont, par exemple, des pastilles que vous rajoutez dans l'eau, dans votre gourde, qui permettent en mobilité aussi d'avoir un goût et un plaisir. Parce que le consommateur, il est habitué aussi à du plaisir dans l'hydratation. Donc ça, c'est pour l'hydratation. Mais sur le réemploi, il y a plein de solutions aussi où, par exemple, aujourd'hui, et ça, c'est la loi qui l'a permis, en restauration rapide, sur place, vous avez une vaisselle qui n'est plus jetable, qui est une vaisselle réutilisable. Alors certes, elle est en plastique, mais c'est du plastique réutilisable. On n'est plus dans le plastique à usage unique. Voilà, donc il y a plein de solutions. Donc il y a des solutions qu'on référence, et après il y a des bonnes pratiques sur, en tant que consommateur, qu'est-ce que je peux faire comme choix? Je peux par exemple choisir le savon solide ou le shampoing solide, plutôt que le gel douche où en plus je transporte de l'eau. Oui, effectivement, on a montré ici plusieurs entreprises, plusieurs startups qui sont dans cette logique-là. C'est un rapport que vous avez publié avec ces solutions, 500 solutions, 12 recommandations. Là aussi, s'il y a une recommandation à faire remonter, toujours compliqué de choisir, mais laquelle vous citeriez spontanément en premier? Nous, on a une grosse action sur le fait de déplastifier le secteur de l'eau et des boissons. Ça, c'est très clair parce que, Georges le disait, 15 milliards de bouteilles plastiques mises sur le marché, c'est énorme. C'est-à-dire dans l'emballage, et notamment les emballages à usage unique, les bouteilles plastiques, c'est quasiment la moitié. Quand on additionne l'eau, les softs, les thés glacés, le lait, etc. C'est énorme. Donc là-dessus, et en plus, on peut s'en passer facilement. C'est-à-dire qu'on a quand même de l'eau du robinet de bonne qualité, on peut gazéifier, on peut filtrer, enfin... Honnêtement, là, c'est facile d'aller très vite, mais les résistances sont énormes. Est-ce que vous voyez, dernière question, Georges Badevant, au-delà du don, les entreprises qui font cette démarche, c'est aussi l'occasion d'une prise de conscience sur la cause en question? Tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entreprises mesurent leur empreinte carbone. Et une bonne étape d'après cette prise de conscience, c'est de mesurer son empreinte plastique. C'est une expression qu'on voit assez rarement, mais qui implique de se demander où est le plastique dans tous nos processus. Spoiler, souvent il est partout. Et donc aussi bien dans les comportements au bureau, les comportements lorsqu'on fait les courses du déjeuner, mais également dans sa production. Donc voilà, mesurer son empreinte plastique, c'est la première étape pour ensuite se rendre compte qu'il faut transformer ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. Vous parliez des vêtements justement, ça va être le thème de notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Alexandra Pencha, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente fondatrice de la marque Les Mains sur les Hanches. Vous l'avez créée il y a quasiment un an, c'était en octobre 2023, des vêtements à base de chanvre. Pourquoi ce choix? Eh bien, je voulais augmenter mon impact positif en faisant des belles choses qui plaisent aux gens. Tout simplement. Et donc, le chanvre, pourquoi vous choisissez cette plante particulièrement? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, c'est une plante un peu magique qui capte énormément de CO2, donc tout comme une forêt, 15 tonnes de CO2 par hectare. Elle interrompt le cycle de maladies et des plantes... des mauvaises plantes. Elle réduit donc les traitements mécaniques et chimiques, même pour la culture d'après. Donc c'est un peu la plante qu'il nous faut pour la transition écologique. C'est une plante qui consomme beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau? C'est une plante qui n'a pas besoin de pesticides ni d'irrigation, donc elle se plaît très bien en France. Les agriculteurs l'adorent, ils disent qu'ils la plantent et ensuite ils s'en occupent pas. Et alors comment on part de la plante pour arriver à une bobine de fil qui va permettre de faire les vêtements que vous portez? Eh bien, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs étapes.
qui se faisait avant en France, mais la filière a été interrompue dans les années 30-40. Et aujourd'hui, la filière chambre textile renaît. Petit à petit, on réapprend à faire ces étapes de rouissage, taillage, filature en France, jusqu'à arriver à des tissus de grande qualité qui sont alors soit des tissus pour faire des robes, du tissu chaîne et trame, comme on appelle, ou bien du jersey qui permet de faire des t-shirts, par exemple. Et alors, vos vêtements, ils sont fabriqués où? Ils sont fabriqués en France, en Europe? Expliquez-moi. Ils sont fabriqués très près d'ici. Ils sont fabriqués en Île-de-France, à Antony, dans un atelier d'insertion. Ouais. C'était un des concepts fondateurs de ma marque, de fabriquer en France, aider aussi la réindustrialisation de la France. Oui. Et la filière, parce que vous disiez que cette filière, elle a disparu, la filière de transformation du chanvre en bobine, elle existe en France ou pas encore? Elle est en train de se recréer petit à petit. On ne maîtrise pas encore toute la technologie. On a importé des machines. On crée des prototypes et petit à petit, on va avoir des tissus de plus grande qualité et à des prix plus accessibles parce que pour l'instant, ça reste une matière très chère. Oui. Alors, vous avez comparé, puisqu'on parle de bilan carbone, de bilan en eau, etc., etc. Vous avez comparé vos vêtements avec des pièces similaires issues de la fast fashion. Ça donne quoi, ce comparatif? Oui, exactement. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire qu'on fait des vêtements qui sont bénéfiques pour la planète, pour le social. Donc, j'ai fait une étude avec un cofinancement de l'ADEME. Et cette étude a validé le fait que mes efforts ont réussi à toucher ce qu'il fallait toucher. Les vêtements, les mains sur les hanches, réduisent 88% si on les compare avec le coût environnemental des vêtements de la fast fashion. Donc, c'est déjà une réussite en soi. Ouais. Et vous avez vraiment comparé deux vêtements similaires, c'est ça? Deux blouses, je crois. Par exemple, si on prend la robe que je porte aujourd'hui, on compare avec une robe du même poids, dans un tissu qu'on utilise dans la fast fashion, avec les endroits de fabrication proposés par la fast fashion, et on les met en face avec la robe que j'ai conçue. Ce tissu, par exemple, il a été fabriqué dans le Tarn, en France. Elle a été cousue à Antony. Et on arrive à cette réduction merveilleuse de 88%. Dernière question sur le mode de distribution. C'est des précommandes et là aussi, il y a une logique environnementale derrière ce Oui, choix. tout à fait. Là, on a poussé l'innovation à fond. On est même dans cette manière de précommander pour produire exactement ce qui va être porté, utilisé, ne pas gaspiller les ressources qui sont importantes pour la planète. Les gens rentrent dans cette logique-là, ils attendent leurs produits pendant un mois et demi. Et au moment où ils vont recevoir le produit, ils vont l'aimer encore plus. On agit sur la durabilité émotionnelle. Donc nous, on fait notre part sur la durabilité physique avec des belles coutures résistantes. Et l'acheteur, il va faire sa part sur la durabilité émotionnelle. Il va prendre soin de son produit et le porter plusieurs années, même le transmettre à ses générations futures. Effectivement, c'est une sorte d'éloge du temps long ou de l'attente. Merci beaucoup, Alexandra Pencha, et bon vent à votre marque Les Mains sur les Hanches. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.